L'appel est arrivé à 2h17 de l'après-midi, un mardi. Madame Sarah Mitchell, ici la First National Bank. Votre compte d'épargne jointe affiche un solde négatif de 3 247 $. J'ai failli laisser tomber mon café. Négatif, c'était impossible. Nous avions 47 000 $ sur ce compte il y a à peine 3 mois. Quand David a franchi la porte ce soir-là, je l'ai confronté avec le relevé bancaire. Son visage est devenu pâle, puis rouge, puis il a commencé à bégayer à propos de erreurs bancaires et de pépins informatiques. C'est à ce moment-là que mon amie Jessica, qui était là pour dîner, s'est penchée et m'a chuchoté de manière urgente à l'oreille. « Sarah, quelque chose ne va vraiment, vraiment pas. Les banques ne perdent pas comme ça 50 000 $. Je n'avais aucune idée que cet appel téléphonique me conduirait à découvrir la trahison, la plus élaborée de ma vie, et me donnerait accidentellement les clés de la vengeance la plus satisfaisante. Avant de continuer l'histoire, merci de vous abonner. Je dois atteindre les 1000 abonnés pour pouvoir vous apporter chaque jour des histoires comme celle-ci. Pour vous, ce n'est qu'un clic, mais pour moi, cela signifie énormément. Avec le recul, je réalise à quel point notre vie semblait parfaite de l'extérieur. David et moi étions mariés depuis 8 ans et tout le monde disait toujours que nous formions un couple idéal. Nous nous étions rencontrés à l'université, nous étions sortis ensemble pendant 3 ans et nous avions eu ce que tout le monde appelait un mariage de conte de fées dans ma ville natale. J'étais institutrice en CE2 à l'école primaire de Riverside et David travaillait comme directeur d'assurance de niveau intermédiaire chez Hartford Associates. Nous n'étions pas riches, mais nous vivions confortablement dans notre modeste maison de 2 chambres avec sa clôture blanche et son jardin soigneusement entretenu. Je gérais toutes nos finances parce que, franchement, David était incapable de tenir ses comptes, même si sa vie en dépendait. C'était lui le bout en train, le spontané qui me surprenait avec des escapades de week-end ou des bouquets de fleurs impromptus. J'étais l'organisatrice, l'économe, celle qui s'assurait que nos factures étaient payées et que nos comptes de retraite grossissaient. Ça fonctionnait pour nous, du moins c'est ce que je croyais. La grand-mère de David, Eleanor, était décédée 2 ans après notre mariage, lui laissant un important fonds en fiducie dont nous parlions rarement. Les avocats chargés de la succession avaient expliqué que comme David était marié, son épouse serait automatiquement désignée comme bénéficiaire principale, ce qui était apparemment une pratique courante dans leur famille. David avait signé tous les papiers qu'on lui avait présentés sans vraiment les lire, plaisantant sur le fait qu'il était nul avec les trucs juridiques et que je devais m'occuper de tout ce qui était important. Le fonds en fiducie semblait être ce lointain filet de sécurité auquel nous n'avions jamais besoin de penser parce que nous nous en sortions bien par nous-mêmes. David le mentionnait parfois nonchalamment en disant des choses comme « Eh bien, on a toujours l'argent de grand-mère Eleanor, si jamais on en a besoin. » Mais il ne semblait jamais s'intéresser aux détails. Je me souviens lui avoir demandé un jour combien il y avait dedans, et il a juste haussé les épaules en disant « Je ne sais pas, assez. » C'était si typique de David, flottant dans la vie sans se soucier des détails pendant que je m'occupais de toutes les responsabilités d'adulte. Nos amis disaient toujours que nous nous équilibrions parfaitement. J'apportais la stabilité et le bon sens à sa nature insouciante, et il apportait l'aventure et la spontanéité à mon monde soigneusement organisé. Nous avions des projets, des rêves, des objectifs. Nous parlions de fonder une famille, peut-être d'acheter une plus grande maison dans quelques années, de faire ce voyage en Europe pour lequel nous économisions. Tout semblait si sûr, si prévisible, si sécurisant. Je faisais entièrement confiance à David, ce qui me semble maintenant la chose la plus naïve que j'ai jamais faite. Mais comment aurais-je pu savoir que l'homme qui ne se souvenait pas de payer la facture d'électricité était en train d'orchestrer secrètement la trahison la plus calculée de ma vie? Maintenant que j'y pense, les signes étaient partout. Je ne voulais tout simplement pas les voir. Il y a environ 4 mois, David a commencé à travailler tard plus fréquemment. Il m'envoyait un texto vers 17 heures pour me dire qu'il devait rester pour une réunion avec un client ou aider pour une grosse présentation. Quand je lui demandais le lendemain comment ça s'était passé, il donnait des réponses vagues comme « Oh, tu sais, les mêmes vieilles histoires d'assurance » et changeait rapidement de sujet. Il a aussi acheté un nouveau parfum.
ce Tom Ford coûteux qui valait plus que ce que nous dépensions habituellement en course pour une semaine. Quand j'ai fait une remarque à ce sujet, il a dit que son ancien parfum ne faisait plus l'affaire et qu'il voulait sentir le professionnel pour les clients. En fait, je trouvais ça mignon qu'il prenne plus soin de son apparence. Le truc du téléphone aurait dû me mettre la puce à l'oreille. David laissait son téléphone traîner partout, me demandant parfois de vérifier ses messages pendant qu'il conduisait. Soudain, il était collé à sa main. Il l'emmenait aux toilettes, le gardait face contre table pendant le dîner, et j'ai remarqué qu'il avait commencé à dormir avec sous son oreiller au lieu de sur la table de chevet. Quand je lui ai demandé en plaisantant s'il cachait quelque chose, il a ri et a dit que le travail lui envoyait des emails à toute heure et qu'il ne voulait pas me réveiller avec les notifications. Puis, il y a eu les dîners de travail. David n'avait jamais été un grand mondain, mais soudain, il allait à des dîners avec des clients 2 fois par semaine, des endroits chers en plus. Je voyais les débits sur notre carte de crédit, Moretti's, The Capitol Grill, des endroits où nous n'étions jamais allés ensemble. Quand j'ai suggéré que nous devrions aller dans un de ces restaurants chics, un de ces soirs pour un rendez-vous, il disait que c'étaient des endroits d'affaires ennuyeux et suggérait notre chaîne de restaurants habituelle à la place. Ma sœur Emma a été la première à dire quelque chose. Nous étions au dîner de famille du dimanche chez maman et David était exceptionnellement charmant, apportant des fleurs pour maman et la complimentant sur sa cuisine plus que d'habitude. Après qu'il soit sorti chercher quelque chose dans la voiture, Emma m'a prise à part et m'a dit « Tout va bien avec David? Il a l'air différent ces derniers temps, comme s'il en faisait trop. » Je l'ai immédiatement défendu, disant que le travail avait été stressant et qu'il était juste très gentil pour compenser toutes les soirées tardives. Mais même en le disant, quelque chose clochait. Quand j'ai parlé de la remarque d'Emma à David plus tard, il s'est irrité d'une manière qui m'a surprise. « Ta sœur a toujours été jalouse de notre relation, » a-t-il dit. Elle est célibataire depuis 2 ans et ne supporte probablement pas de nous voir heureux. Cela aurait dû être un autre signal d'alarme, car David n'avait jamais rien dit de négatif sur Emma auparavant. Il a commencé à faire ce truc où, chaque fois que je remettais quelque chose en question, il retournait la situation contre moi. Si je posais une question sur un débit sur notre carte de crédit, je devenais soudain paranoïaque et contrôlante. Si je mentionnais qu'il semblait distrait, j'étais en manque d'attention et peu sûre de moi. Je me suis retrouvée à m'excuser de poser des questions parfaitement raisonnables sur notre vie commune. Avec le recul, je vois exactement comment il m'entraînait à ne plus poser de questions du tout. Le lendemain matin, je me suis déclarée malade au travail et j'ai conduit directement à la First National Bank. Je devais voir exactement ce qui était arrivé à notre argent et je devais le faire sans que David ne plane au-dessus de mon épaule avec ses explications de erreur bancaire. La guichetière, une jeune femme nommée Michelle avec qui j'avais déjà eu affaire, a semblé véritablement mal à l'aise lorsque j'ai demandé à consulter l'historique de notre compte. « Madame Mitchell », dit-elle à voix basse, jetant un coup d'œil autour d'elle comme si elle craignait que quelqu'un puisse l'entendre, « Je pense que vous devriez parler à M. Rodriguez, notre directeur d'agence. Laissez-moi aller le chercher pour vous. » Lorsque M. Rodriguez s'est assis en face de moi dans son bureau vitré, son expression était grave. « Madame Mitchell, je dois vous demander, êtes-vous au courant des schémas de retrait sur votre compte d'épargne joint? » Il a tourné son écran d'ordinateur vers moi et mon estomac s'est noué. C'était là, en noir et blanc, retrait après retrait, chacun plus important que le précédent. Le 15 mars, 2 500 $ en espèces. Le 22 mars, 5 000 $ transférés vers un compte que je n'avais jamais vu auparavant. Le 3 avril, 7 500 $ en espèces. Le 18 avril, 8 000 $ transférés. Le 2 mai, 12 000 $ en espèces. Le 20 mai, encore 8 000 $ transférés vers ce même compte mystérieux. La liste continuait et chaque transaction était autorisée par la signature et le code PIN de David. « Je ne comprends pas, » ai-je chuchoté, fixant l'écran. « Où est passé tout cet argent? Quel est ce numéro de compte? » M. Rodriguez s'est raclé la gorge mal à l'aise. « Madame Mitchell, je ne suis pas légalement autorisée à vous dire à qui appartient le compte destinataire, mais je peux vous dire que votre mari a effectué ses retraits et transferts de manière constante au cours des 3 derniers mois. »
Chaque transaction nécessitait sa présence physique et l'autorisation par code PIN. J'avais l'impression que j'allais vomir. 47 000 $, disparus, tout notre fonds d'urgence, nos économies pour les vacances, l'argent que nous mettions de côté pour l'acompte de la maison de nos rêves, tout cela systématiquement vidé par mon propre mari. Que dois-je faire? Ai-je demandé, ma voix à peine un murmure. M. Rodriguez s'est penché en avant, sa voix douce mais sérieuse. Madame Mitchell, je suis dans le secteur bancaire depuis 20 ans et j'ai déjà vu des situations comme celle-ci. Je vous recommande vivement de parler à un avocat dès que possible. Ce genre de irrégularité financière, elles ne se produisent généralement pas de manière isolée. Alors que je retournais à ma voiture sur des jambes tremblantes, serrant les relevés de comptes imprimés, une pensée ne cessait de me traverser l'esprit. Si David pouvait mentir à ce sujet, sur quoi d'autre avait-il menti? Cet après-midi-là, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait dans 8 ans de mariage. J'ai fouillé la vie numérique de David comme un enquêteur de la police scientifique. J'ai commencé par notre compte iCloud partagé, que nous avions configuré il y a des années pour partager des photos et des documents. David était nul en technologie, donc j'avais toujours géré notre stockage numérique. À première vue, tout semblait normal. Des photos récentes de notre dernier dîner d'anniversaire, des photos de notre randonnée du week-end, des captures d'écran aléatoires de même drôles que David avait sauvegardées. Mais j'ai alors remarqué quelque chose d'étrange. Notre flux de photos partagées indiquait que nous avions 847 photos, mais en les faisant défiler, je n'en voyais qu'environ 600. Cela signifiait que des photos avaient été supprimées. J'ai cliqué sur le dossier « Récemment supprimé » et mon cœur s'est arrêté. Elles étaient là, des dizaines de photos que David avait supprimées au cours des derniers mois. Des photos de lui dans des restaurants où je n'étais jamais allée, souriant largement à quelqu'un juste hors du cadre de l'appareil photo. Des photos de bouteilles de vin cher et de desserts raffinés. Un selfie de David, portant une chemise que je n'avais jamais vue, l'air plus heureux qu'il ne l'avait été avec moi depuis des mois. Et puis, le coup de grâce. Une photo de la main d'une femme, portant un délicat bracelet en argent, avec un petit pendentif en diamant, prise du point de vue de David, comme s'il admirait son œuvre. J'ai reconnu ce bracelet. J'avais vu son débit sur notre carte de crédit pour 340 $ il y a 2 mois. Quand j'avais interrogé David à ce sujet, il avait dit que c'était un cadeau d'appréciation d'équipe pour l'anniversaire de son assistante. Apparemment, son assistante avait des goûts très chers. Mes mains tremblaient alors que je continuais à creuser. Je me suis connectée à notre compte de messagerie et j'ai découvert quelque chose qui m'a glacé le sang. David avait créé une deuxième adresse Gmail, david.mitchell.personal@gmail.com. Il avait transféré certains emails de notre compte partagé vers cette adresse secrète, y compris des reçus de restaurants, des confirmations d'hôtels et des confirmations de commandes de sites de bijoux. J'ai consulté nos relevés de cartes de crédit en ligne et les ai comparés avec le prétendu emploi du temps de David. Le Grand Marriott en centre-ville, débité de 289 $ le 20 mars, le jour même où David m'avait dit qu'il travaillait tard sur les rapports trimestriels. Le restaurant italien Bella Corts, 156 $ le 5 avril, quand David disait avoir un dîner de travail ennuyeux avec des clients. Tiffany & Co. 8 cents 20 $ le 22 avril, quand David était censé être à un séminaire d'entreprise obligatoire toute la journée, mais la preuve irréfutable était la récurrence des frais d'hôtel. Chacun d'eux coïncidait parfaitement avec les voyages d'affaires d'une nuit ou les réunions tardives avec les clients de David. Le Riverside Inn, The Boutique Hotel, The Metropolitan Suites. Tous chers, tous romantiques, tous payés avec notre argent pendant que j'étais assise à la maison à corriger des copies et à m'inquiéter de savoir pourquoi mon mari travaillait si dur. Je me suis rassise sur ma chaise, fixant les preuves étalées sur plusieurs onglets de navigateur, et j'ai ri. J'ai vraiment ri. Parce que c'était ça ou hurler. Mon mari ne me trompait pas seulement. Il menait une opération à grande échelle, avec des comptes de messagerie secrets, des preuves supprimées et une trace écrite qui ferait pleurer de joie un détective des crimes financiers.
David disait toujours qu'il était mauvais avec les détails. Il s'avère qu'il était juste mauvais pour brouiller les pistes. Armé des preuves issues des miettes de pain numériques de David, j'ai décidé de jouer un peu plus au détective, et c'est là que je l'ai découverte. Elle s'appelait Amber Williams. Et la trouver a été presque insultant de facilité car David avait aimé des dizaines de ses photos Instagram au cours des 4 derniers mois, chose que j'ai découverte en examinant son activité sur les réseaux sociaux comme l'épouse suspicieuse que j'étais apparemment devenue. Amber avait 28 ans, était blonde et se décrivait comme professeure de yoga certifiée et entrepreneuse bien-être dans sa bio, ce qui m'a immédiatement donné envie de lever les yeux au ciel parce que, bien sûr, c'est ce qu'elle était. Son Instagram était une collection soigneusement organisée de postures de yoga sur des plages, de bols de smoothie qui coûtaient probablement plus cher que mon budget déjeuner pour une semaine et de citations inspirantes sur vivre authentiquement et manifester l'abondance. Ce qui m'a semblé être une insulte personnelle étant donné qu'elle manifestait l'abondance avec la carte de crédit de mon mari. En faisant défiler ces photos, mon estomac se tordait de reconnaissance en reconnaissance. Il y avait le bracelet en argent avec le pendentif en diamant de Mars, délicatement exposé à son poignet sur une photo légendée, reconnaissante pour les cadeaux inattendus de l'univers. L'univers, apparemment, avait un compte courant à la First National Bank. En avril, elle a posté une photo du restaurant italien Bella Corts, le même endroit où David avait débité 156 $ pour son prétendu dîner de clients, exhibant une assiette de raviolis au homard et un verre de vin qui coûtait plus cher que mes courses. Sa légende disait « Parfois, il faut se traiter comme la reine que l'on est », et je me suis demandé si elle savait qu'elle se traitait comme une reine avec les économies de toute une vie de quelqu'un d'autre. La chronologie était parfaite, mathématiquement précise dans sa cruauté. Chaque dîner cher, chaque bijou, chaque escapade de week-end que David avait prétendu être liée au travail correspondait exactement aux publications Instagram d'Amber sur son style de vie soudainement amélioré. Elle postait des photos du Riverside Inn le même week-end où David m'avait dit qu'il devait faire des heures supplémentaires sur une proposition client majeure, exhibant du champagne du service d'étage et une vue sur la ville que je n'avais jamais vue malgré mes 8 ans de vie ici. Ce qui m'a vraiment touchée, c'est qu'elle vivait mieux que moi avec mon propre argent. Pendant que je découpais des coupons et que j'achetais des produits de marque distributeurs pour constituer nos économies, Amber postait des photos de pantalons de yoga, de créateurs, de routines de soins de la peau coûteuse et de services de livraison de repas bio qui coûtaient plus par jour que ce que je dépensais en nourriture en une semaine. Son appartement, visible en arrière-plan de ses selfies dans le miroir, était clairement bien au-dessus de ce qu'une professeure de yoga à temps partiel pouvait se permettre, avec des comptoirs en marbre et ses luminaires industriels, tendance qui coûtaient une fortune. Elle avait près de 3000 abonnés qui commentaient régulièrement des choses comme « Tu vis ta meilleure vie » et « Tu mérites tout ce qui est bon ». Et je me suis surprise à penser qu'elle vivait vraiment sa meilleure vie, mais entièrement subventionnée par mon mariage. Ce soir-là, quand David a franchi la porte avec son habituel « Salut chérie, comment s'est passée ta journée ?» j'étais assise à la table de la cuisine avec des impressions de nos relevés de cartes de crédit étalés devant moi comme des preuves sur une scène de crime. J'avais décidé de commencer petit, de tâter le terrain, de voir comment il réagirait à des questions sur certaines des dépenses avant de révéler tout ce que je savais. David, je regardais nos relevés de cartes de crédit et j'ai remarqué des dépenses dont je ne me souviens pas. Le restaurant italien Bella Corts pour 156 $. Quand est-ce qu'on y est allé? Son visage a à peine tressailli, mais j'ai surpris la fraction de seconde de panique avant qu'il ne passe à ce que je reconnais maintenant comme son mode performance. « Oh ça !» dit-il en posant sa mallette et en desserrant sa cravate comme s'il se préparait à une longue explication. « C'était ce dîner de clients dont je t'ai parlé. Tu te souviens? Avec le comte Henderson, j'ai dû les emmener quelque part de chic pour conclure l'affaire. Quand j'ai fait remarquer que la dépense avait eu lieu un samedi, alors qu'il m'avait dit qu'il travaillait tard au bureau, il a ri comme si j'étais stupide. « Sarah, tu te trompes. C'était bien un jeudi. Et c'était bien pour le travail. Tu sais à quel point les choses ont été stressantes au bureau ces derniers temps. Quand je lui ai montré les relevés bancaires avec tous les gros retraits, son ton est passé de patient à irrité. « Pourquoi est-ce que tu fouilles dans nos finances comme ça?
Tu agis de manière paranoïaque, comme si tu ne me faisais pas confiance. Je me tue au travail pour subvenir à nos besoins. Je gère des clients impossibles et des délais déraisonnables. Et au lieu de me soutenir, tu es là à jouer les détectives avec nos relevés bancaires. Il a expliqué les retraits d'espèces comme des dépenses professionnelles pour lesquelles il serait remboursé, agitant la main avec dédain quand j'ai demandé pourquoi il n'avait pas mentionné avoir retiré des milliards de dollars à la fois. Je ne te signale pas chaque transaction financière, Sarah. Nous sommes mariés, pas des partenaires commerciaux. Le fait que tu sois assise là à m'interroger sur la façon dont je dépense mon propre argent est honnêtement assez insultant. Au moment où il a fini de parler, j'avais l'impression que c'était moi qui avais fait quelque chose de mal. Peut-être que j'étais paranoïaque, peut-être que le travail était vraiment stressant et que je ne le soutenais pas assez, peut-être qu'il y avait des explications parfaitement raisonnables à tout, et que j'étais juste l'épouse folle et suspicieuse qui ne pouvait pas faire confiance à son mari travailleur. Il a terminé la conversation en me prenant dans ses bras et en disant « Je t'aime, mais tu dois arrêter de chercher des problèmes là où il n'y en a pas. Tu crées du stress dans notre mariage pour rien et franchement, ça rend tout plus difficile pour moi. » Après le départ de David pour le travail le lendemain matin, j'ai appelé Jessica et lui ai demandé si je pouvais passer. Je n'arrivais pas à me défaire du sentiment que je perdais la tête, que j'étais peut-être vraiment paranoïaque et que je créais des problèmes là où il n'y en avait pas. Mais j'avais besoin que quelqu'un d'autre regarde les preuves et me dise si j'étais folle ou si quelque chose n'allait vraiment pas. Jessica a jeté un coup d'œil au relevé bancaire et au débit de carte de crédit que j'avais apporté et a dit sèchement « Sarah, ton mari a une liaison et vole votre argent pour la financer. Ce n'est pas sorcier. » Quand j'ai commencé à expliquer le raisonnement de David pour tout, comment il m'avait fait sentir que j'étais déraisonnable, Jessica a levé la main pour m'arrêter. « Écoute-toi, tu défends un homme qui a retiré 47 000 $ de votre compte joint sans te le dire. Tu trouves des excuses pour des dépenses dans des restaurants chers où vous n'êtes jamais allé. Tu t'excuses de poser des questions élémentaires sur vos propres finances. Ce n'est pas un comportement normal de ta part, et ce n'est certainement pas un comportement normal de la part d'un mari fidèle. » J'ai ensuite appelé ma sœur Emma, et quand je lui ai raconté ce qui se passait, il y a eu une longue pause avant qu'elle ne dise « Oh, Dieu merci, tu le vois enfin. Sarah, je m'inquiète pour toi depuis des mois. » Emma a admis qu'elle n'avait jamais vraiment aimé David, même quand nous sortions ensemble, mais qu'elle s'était tue parce que j'avais l'air heureuse. Il m'a toujours semblé égoïste et immature, mais dernièrement, c'est pire, la façon dont il te parle, dont il rejette tes préoccupations, dont il ramène tout à lui. Je l'ai regardé te gaslighter pendant des mois, et ça me tuait. Quand je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire par gaslighter, Emma a expliqué comment David avait systématiquement sapé ma réalité, me faisant douter de mes propres perceptions et souvenirs. Tu te souviens du dîner d'anniversaire de maman, quand tu as mentionné que tu te sentais tout le temps fatiguée? David a immédiatement sauté sur l'occasion pour dire que tu veillais trop tard à regarder Netflix, alors que je sais que tu te couches à 21h30 tous les soirs. Il réécrivait tes propres expériences juste devant nous. Jessica a suggéré que je parle à son avocate spécialisée en divorce, Margaret Stone. Juste paye pour comprendre mes options. Même si tu décides de t'arranger avec David, tu dois savoir où tu te situes légalement, surtout avec autant d'argent en jeu. Elles m'ont toutes les deux aidé à réaliser que la nausée que je ressentais n'était pas de la paranoïa ou de l'insécurité. C'était mon intuition qui hurlait que quelque chose n'allait pas du tout. Emma a souligné que j'avais toujours été la personne la plus sensée de notre famille, celle que tout le monde venait voir pour des conseils, et que soudain, je doutais de ma propre capacité à interpréter des situations élémentaires. Ce n'est pas une coïncidence, Sarah. C'est ce qui arrive quand quelqu'un vous manipule systématiquement pendant des mois. Au moment où j'ai quitté la maison de Jessica, j'avais l'impression de pouvoir à nouveau respirer pour la première fois depuis des semaines. Avec les encouragements de Jessica et d'Emma, je me suis transformée en femme en mission, documentant systématiquement chaque élément de preuve, comme si je constituais un dossier pour le FBI. Jessica est venue ce week-end-là avec son ordinateur portable et m'a aidé à créer une feuillette de calcul détaillée retraçant chaque dépense suspecte, chaque retrait et chaque incohérence chronologique,
tandis qu'Emma prenait des photos de tous les relevés bancaires et factures de cartes de crédit avec son téléphone pour que nous ayons plusieurs copies de tout. Nous avons comparé le calendrier de travail de David qu'il tenait sur notre compte Google partagé, avec chaque dépense de restaurant, chaque réservation d'hôtel et chaque retrait d'espèces, et le schéma était si évident que c'en était presque insultant de voir le peu d'efforts qu'il avait déployés pour brouiller les pistes. La découverte la plus exaspérante est survenue quand Emma a trouvé la page GoFundMe d'Amber pour son studio de yoga Sacred Space. Une campagne pour récolter des fonds pour le centre de bien-être de ses rêves qui servirait la communauté avec des pratiques de guérison authentiques. La campagne avait recueilli 23 000 $ au cours des 3 derniers mois, les plus gros dons provenant de contributeurs anonymes. Mais quand j'ai regardé les dates de ces dons et que je les ai comparés aux retraites d'espèces de David, le calcul était parfait. Mon mari était essentiellement devenu l'investisseur privé d'Amber, finançant ses rêves d'entrepreneuriat avec les économies de notre vie, pendant que je mangeais des sandwichs au beurre de cacahuète pour le déjeuner, afin d'économiser de l'argent. Jessica m'a aidé à faire des captures d'écran de chaque publication Instagram d'Amber qui correspondait à nos débits de carte de crédit, créant une chronologie numérique qui montrait exactement comment notre argent était dépensé pour son style de vie. Des tapis de yoga de créateurs qu'elle vantait dans ses publications aux retraites de bien-être coûteuses auxquelles elle avait assisté dans des endroits comme Sedona et Tulum. Emma a découvert qu'Amber avait récemment signé un bail pour un appartement haut de gamme en centre-ville, le genre d'endroit avec des baies vitrées et des jardins sur le toit qui coûtaient 3 fois le montant de notre hypothèque, et quand nous avons cherché le prix du loyer, il correspondait parfaitement au virement mensuel que David avait effectué vers ce mystérieux compte bancaire. La preuve la plus accablante est venue quand j'ai finalement trouvé le courage de regarder dans l'ordinateur portable de David pendant qu'il était à sa soirée de poker hebdomadaire, découvrant un dossier intitulé « Dépenses professionnelles » qui contenait des reçus pour tout, des cours de certification de professeur de yoga d'Amber à de la lingerie coûteuse de Victoria's Secret que je n'avais certainement jamais reçue. Il y avait aussi des brouillons d'emails à son patron demandant des avances sur son salaire et des heures supplémentaires pour des projets qui, selon son propre calendrier de travail, n'existaient pas. Le dimanche soir, nous avions assemblé un dossier de preuves qui rendrait fier un détective privé, complet avec des dossiers financiers, des preuves photographiques, des corrélations chronologiques et la documentation du vol systématique par David de nos ressources communes pour financer sa liaison. Le cabinet d'avocats de Margaret Stone ne ressemblait en rien à ce que j'avais imaginé en regardant des séries judiciaires à la télévision. Au lieu de bois sombres intimidants et de livres reliés en cuir, l'endroit était lumineux et accueillant, avec des fauteuils confortables et des boîtes de mouchoirs stratégiquement placées sur chaque surface, ce qui aurait probablement dû être mon premier indice sur le type d'affaires qu'elle traitait. Margaret elle-même était une femme d'une 50aine d'années, avec des yeux bienveillants et l'attitude pragmatique de quelqu'un qui avait vu tous les types de désastres conjugaux imaginables. Lorsque j'ai étalé mes preuves soigneusement organisées sur sa table de conférence, son expression est passée d'un intérêt professionnel à un choc sincère. « Madame Mitchell », dit-elle en parcourant les relevés bancaires et les registres de cartes de crédit, en 25 ans de droit de la famille, j'ai rarement vu une trahison financière aussi systématique et étendue. Ce que votre mari a fait va bien au-delà de l'infidélité. C'est de l'abus financier et, selon la manière dont nous poursuivons l'affaire, potentiellement une fraude criminelle. Elle a expliqué que l'utilisation par David des fonds communs pour soutenir sa liaison extra-conjugale pourrait être un motif pour qu'il rembourse chaque centime avec intérêt et que les juges n'appréciaient généralement pas les conjoints qui dilapidaient les biens matrimoniaux pour leur profit personnel. Le fait qu'il ait financé l'entreprise d'une autre femme avec vos économies communes rend cela encore plus flagrant. Vous avez un excellent dossier pour maintenir le contrôle principal de vos biens matrimoniaux. Alors que nous discutions de ma situation financière, j'ai mentionné presque en passant que David avait hérité d'un fonds en fiducie de sa grand-mère, mais que nous n'avions jamais vraiment eu besoin d'y penser puisque nous nous en sortions bien par nous-mêmes. Le stylo de Margaret a cessé de bouger sur son bloc-notes et elle a levé les yeux vers moi avec un intérêt soudain et intense. « Parlez-moi de ce fonds en fiducie. Qui est désigné comme bénéficiaire? »
Quand j'ai expliqué que les avocats nous avaient dit que je deviendrais automatiquement la bénéficiaire principale lorsque David et moi nous sommes mariés et que David avait pratiquement ignoré toute la paperasse parce qu'il était nul avec les trucs juridiques, les yeux de Margaret se sont illuminés comme si elle venait de trouver de l'or. « Sarah, dit-elle en se penchant en avant sur sa chaise, j'ai besoin que vous m'apportiez tous les documents relatifs à ce fonds en fiducie, chaque papier que David a signé, chaque correspondance des avocats de la succession, tout. Cela pourrait changer toute votre situation. » Elle a expliqué que si j'étais bien la bénéficiaire légale de la fiducie, cela signifiait que j'avais des droits et des protections dont David n'était peut-être même pas conscient et que son comportement financier récent pourrait en fait jouer en ma faveur de manière que je ne pouvais imaginer. Margaret m'a appelé 3 jours plus tard et je pouvais entendre l'excitation dans sa voix avant même qu'elle ne dise bonjour. « Sarah, vous devez venir ici immédiatement. Apportez le certificat de décès de la grand-mère de David et tous les autres documents de succession que vous pouvez trouver, parce que ce que j'ai découvert va vous stupéfier. » Quand je suis arrivée à son bureau cet après-midi-là, elle avait les documents de la fiducie étalés sur son bureau comme une carte au trésor, et son sourire était du genre que les avocats ne sont probablement pas censés avoir en discutant des cas de leurs clients. « Votre mari, dit-elle, contenant à peine sa jubilation, est un idiot. Non seulement vous êtes la bénéficiaire principale de cette fiducie, mais la fiducie vaut 850 000 $, ce qui est significativement plus que le AC que David vous a décrit. » Elle a expliqué qu'Eleanor Mitchell avait été une investisseuse avisée qui avait bâti un portefeuille substantiel sur des décennies et que David avait hérité non seulement d'argent, mais aussi d'actions, d'obligations et de biens immobiliers, qui avaient augmenté régulièrement depuis sa mort. « Mais voici la partie vraiment magnifique, » continua Margaret. « Selon les termes de la fiducie, tout bénéficiaire peut demander un accès immédiat au fonds s'il peut démontrer que le fiduciaire actuel se livre à un comportement financièrement irresponsable qui menace la stabilité économique de la famille. » Elle m'a montré une clause dans les documents de la fiducie qui mentionnait spécifiquement une protection contre les dépenses inutiles, le jeu ou d'autres comportements qui mettent en danger la sécurité financière de la famille, et a expliqué que le drainage systématique par David de leurs économies communes pour financer une liaison extra-conjugale tombait carrément dans cette catégorie. Ce que votre mari a fait au cours des 3 derniers mois nous donne des motifs pour demander au tribunal le contrôle immédiat des actifs de la fiducie, le retirant effectivement de son rôle de décisionnaire et vous transférant la pleine autorité en tant que bénéficiaire principal. Margaret avait déjà contacté l'avocat de la succession qui s'était occupé du testament d'Eleanor, qui a confirmé que la fiducie avait des dispositions spécifiques conçues pour protéger contre exactement le type de comportement que David avait manifesté. Eleanor Mitchell était apparemment une femme très intelligente qui avait vu assez de drames familiaux pour intégrer des garde-fous dans sa planification successorale, a expliqué Margaret. Elle voulait spécifiquement s'assurer que si son héritier mettait un jour en danger la stabilité financière de la famille par un comportement imprudent, l'argent serait protégé. La partie la plus incroyable était que David n'avait jamais pris la peine de lire attentivement les documents de la fiducie, signant tout ce que les avocats de la succession lui mettaient sous le nez sans comprendre à quels droits il renonçait ou quelles protections étaient intégrées au système. Il a essentiellement signé un document renonçant à sa capacité d'accéder à cet argent s'il se comportait de manière irresponsable, a dit Margaret. Et financer le studio de yoga de sa maîtresse est définitivement qualifié de comportement irresponsable. Alors que j'étais assise dans le bureau de Margaret, fixant des documents qui représentaient plus d'argent que je n'avais jamais imaginé avoir, j'ai réalisé que la trahison de David était sur le point de devenir l'erreur la plus chère de sa vie. David a dû sentir que quelque chose changeait, car il est soudainement devenu le mari le plus attentionné de la planète, ce qui donnait l'impression d'être courtisé par un vendeur de voitures d'occasion qui sait que le moteur est sur le point de lâcher. Il a commencé à m'apporter des fleurs tous les 2 jours, pas n'importe quelles fleurs, mais des arrangements coûteux du fleuriste chic du centre-ville, du genre qui coûte 60 $ et vient avec des petites cartes sur
l'amour éternel et l'appréciation pour ma magnifique épouse. Il a planifié une escapade romantique surprise pour le week-end au Riverside Inn, le même hôtel que j'avais vu débiter sur notre carte de crédit pendant ses prétendus voyages d'affaires, ce qui était soit incroyablement stupide, soit incroyablement arrogant, et honnêtement, je ne pouvais pas décider lequel. « Je sais que j'ai trop travaillé ces derniers temps », a-t-il dit en me présentant une bouteille de vin qui coûtait probablement plus que notre budget mensuel d'épicerie. « Et je veux me rattraper. Tu mérites d'être gâté. » Toute la performance était si ouvertement manipulatrice que j'ai presque eu pitié de lui, le regardant se démener pour me reconquérir par un bombardement d'amour, sans avoir la moindre idée que je savais exactement où il avait appris ses gestes romantiques. Lorsque les livraisons de fleurs et les dîners coûteux n'ont pas fonctionné, et que je suis restée poliment distante au lieu de fondre à nouveau en mode épouse reconnaissante, l'approche de David a pris un virage brutal vers l'agression. « Tu agis bizarrement depuis des semaines, » a-t-il dit un soir, sa voix prenant une dureté que j'avais rarement entendue auparavant. « Tu es froide, tu es suspicieuse, tu me questionnes constamment sur chaque petite chose. Je ne sais pas ce qui t'a pris, mais franchement, Sarah, tu deviens épuisante à vivre. » Il a commencé à faire des commentaires sur la chance que j'avais de l'avoir, sur le fait que d'autres hommes ne supporteraient pas mon comportement paranoïaque et mes problèmes de confiance, et que je devrais être reconnaissante pour tout ce qu'il fournissait au lieu de constamment chercher des problèmes. Le masque glissait plus vite que la glace sur un toit, et l'homme en dessous était plus laid que je ne l'avais jamais imaginé. « Tu sais quoi? » a-t-il dit lors d'une dispute particulièrement animée au sujet de mon attitude. « Peut-être que je devrais simplement partir. Peut-être que tu serais plus heureuse seule, puisque tu n'apprécies manifestement rien de ce que je fais pour ce mariage. Mais ne pense pas que tu vas me prendre tout ce que je vaux juste parce que tu es malheureuse. » C'est alors qu'il a proféré la menace qui a scellé son sort. « Si tu veux jouer la dure, Sarah, tu devrais savoir que tu sortiras de ce mariage sans rien. J'ai des avocats, j'ai de l'argent de famille, et j'ai beaucoup plus de ressources qu'une institutrice de CE2. Tu as de la chance que je t'aime assez pour essayer de régler ça, parce que si je le voulais, je pourrais te laisser avec absolument rien. » Alors que je l'écoutais divaguer sur son pouvoir et ses ressources, menaçant de me détruire financièrement sans avoir la moindre idée que j'étais sur le point de devenir la seule contrôleuse de la succession de sa grand-mère, j'ai dû me mordre la lèvre pour ne pas rire. Margaret et moi avons développé notre stratégie autour d'un café et de documents juridiques, complotant la chute de David avec la précision méthodique de généraux planifiant une campagne militaire. La clé, a expliqué Margaret, est de le laisser croire qu'il gagne pendant que nous lui retirons systématiquement tous les avantages qu'il pense avoir. Nous avons besoin qu'il soit confiant et négligent, pas méfiant et en train de brouiller les pistes. Notre plan était d'une simplicité magnifique. Je retournerais à la maison et jouerais le rôle de l'épouse repentante et pleine d'excuses qui avait réalisé l'erreur de ses voix paranoïaques pendant que Margaret travaillerait en coulisses pour démolir légalement le monde de David. J'ai répété ma performance dans le bureau de Margaret, m'entraînant à m'excuser d'être suspicieuse et peu solidaire, à louer David pour sa patience face à mes insécurités et à promettre de lui faire plus confiance et de moins le questionner. Faites-lui sentir qu'il a réussi à vous manipuler pour vous ramener à la soumission, a conseillé Margaret. Les hommes comme David deviennent négligents quand ils pensent avoir gagné. Pendant ce temps, Margaret a déposé une requête auprès du tribunal des successions pour invoquer la clause de protection financière de la fiducie, citant l'épuisement systématique par David des biens matrimoniaux comme preuve du comportement financièrement irresponsable contre lequel Eleanor Mitchell s'était spécifiquement protégée. Elle a également commencé à rédiger les papiers du divorce, mais nous avons convenu d'attendre de les lui signifier jusqu'à ce que nous ayons le contrôle total du fonds en fiducie, ce qui devait se produire dans les 2 semaines si le juge approuvait notre requête. La beauté de cette approche, a expliqué Margaret, c'est que David ne saura pas ce qui lui arrive avant qu'il ne soit trop tard pour faire quoi que ce soit. Au moment où il réalisera que vous divorcez, vous aurez déjà le contrôle légal de l'argent qu'il pense lui appartenir. J'ai passé le week-end à me préparer pour ma performance digne d'un Oscar.
m'entraînant à être reconnaissante et soumise tout en calculant intérieurement exactement combien la trahison de David allait lui coûter. Margaret m'avait donné des instructions précises sur les preuves d'y à continuer de rassembler et sur la manière de documenter toute mauvaise conduite financière supplémentaire sans éveiller les soupçons. S'il effectue d'autres gros retraits ou transferts pendant que nous attendons la décision du tribunal, ce sera juste plus de munitions pour notre dossier, a-t-elle dit. Le plus difficile allait être de prétendre que tout était normal tout en sachant que le monde entier de David était sur le point d'imploser, mais chaque fois que je me sentais coupable de la tromperie, je me rappelais les publications Instagram d'Amber financées par les économies de ma vie et les menaces de David de me laisser sans rien. Margaret a fixé une réunion de suivi pour le vendredi suivant, date à laquelle elle s'attendait à avoir des nouvelles de la requête concernant le fonds en fiducie. Et nous avons convenu que ce serait le moment de finaliser le calendrier pour signifier à David les papiers du divorce et révéler exactement combien sa liaison allait lui coûter. Jouer le rôle de l'épouse repentante et confiante a été rendu infiniment plus facile lorsque j'ai découvert à quel point David avait complètement prévu de détruire ma vie. Alors qu'il était au travail le mercredi, se sentant confiant que sa campagne de bombardement d'amour m'avait ramené à la soumission, j'ai décidé de faire un dernier balayage de son empreinte numérique et ce que j'ai trouvé m'a glacé le sang de rage. David avait consulté des annonces d'appartements sur Zillow, pas seulement une navigation occasionnelle, mais une recherche sérieuse d'appartements de 2 chambres dans des quartiers aussi branchés de la ville, le genre d'appartement qui coûtait le double de notre hypothèque actuelle et qui offrait des commodités comme des piscines sur le toit et des services de conciergerie. Il avait sauvegardé plus d'une douzaine d'annonces dans ses favoris, toutes disponibles pour emménager dans les 60 prochains jours, et quand j'ai regardé les prix des loyers, ils correspondaient parfaitement au montant qu'il avait transféré sur ce mystérieux compte bancaire chaque mois, ce qui signifiait qu'il avait préparé sa nouvelle vie avec Amber en utilisant notre argent, tout en me mentant, en face sur les erreurs bancaires et le stress au travail. Pire encore, j'ai trouvé des preuves que David avait cherché un emploi, pas seulement de nouvelles opportunités, mais spécifiquement des postes dans d'autres villes, des endroits comme Austin et Denver, où Amber avait posté des photos Instagram sur des destinations de rêve et des nouvelles possibilités d'aventure. Son CV était mis à jour et peaufiné, mettant en avant des compétences et des expériences que je ne savais même pas qu'il avait, et il avait correspondu avec des recruteurs sur le thème de déménager pour la bonne opportunité et de repartir à zéro sur un nouveau marché. Mais le coup de grâce est venu lorsque j'ai réussi à accéder à son compte Gmail secret et que j'ai trouvé des mois de capture d'écran de messages textes qu'il s'était envoyés par email, apparemment comme une sorte de système de sauvegarde, et lire ses conversations entre David et Amber. C'était comme regarder un film d'horreur où j'étais la victime que tout le monde prévoyait d'assassiner. Une fois que j'aurai réglé la situation avec Sarah, nous pourrons commencer à chercher des appartements ensemble, avait-il écrit, et je dois juste trouver le moyen le plus propre de me sortir de ce mariage sans tout perdre. Amber avait répondu avec des émojis en forme de cœur et des messages sur à quel point elle était excitée de pouvoir enfin rendre public leur amour et qu'elle avait hâte d'arrêter de prétendre qu'ils n'étaient que des amis. Ils avaient discuté de stratégie de calendrier, David expliquant qu'il devait garder Sarah calme et sans méfiance pendant qu'il déplaçait des actifs et se positionnait pour le meilleur résultat possible dans un divorce. Le message le plus glaçant était celui de David disant à Amber « Ne t'inquiète pas pour la situation financière, j'ai tout prévu et Sarah ne le verra jamais venir. » Alors que j'étais assise là, lisant les plans méticuleux de mon mari pour m'abandonner tout en volant les économies de notre vie, j'ai réalisé que chaque mot doux, chaque excuse, chaque moment de regret apparent au cours des derniers mois avait été une performance calculée conçue pour me garder docile pendant qu'il démantelait systématiquement notre mariage. Vendredi soir, j'ai fait asseoir David à notre table de cuisine avec mes preuves soigneusement organisées, étalées comme un procureur présentant un dossier à un jury. « Nous devons parler », ai-je dit, et quelque chose dans mon ton a dû l'avertir que sa performance en tant que mari dévoué était terminée, car son visage était devenu blanc avant même que je commence à parler. J'ai commencé par les relevés bancaires,
les débits de cartes de crédit et les photos supprimées, le regardant passer en revue ses plus grands succès en matière de tactiques de manipulation comme un disque rayé. « Sarah, je peux tout expliquer. » a-t-il commencé, mais j'ai levé la main et lui ai dit de garder ça pour lui car je n'avais pas encore fini. Quand je lui ai montré les captures d'écran des publications Instagram d'Amber, la chronologie des débits qui correspondait parfaitement à l'amélioration de son style de vie et les preuves de son compte de messagerie secret, il a essayé une approche différente, le déni complet. « Tu interprètes tout de travers, » a-t-il dit, sa voix prenant ce ton condescendant que j'avais appris à détester. « Amber n'est qu'une amie, ses débits se sont liés au travail, et tu relis des points qui n'existent pas parce que tu veux trouver quelque chose qui ne va pas dans notre mariage. » Quand j'ai sorti les annonces d'appartements qu'il avait consultées et les candidatures qu'il avait soumises dans d'autres villes, son déni s'est effondré en minimisation. D'accord, peut-être que j'ai parlé à Amber plus que je n'aurais dû, mais rien de physique ne s'est passé. Et je regardais seulement des appartements parce que je pensais que nous avions peut-être besoin d'espace pour travailler sur notre relation. Mais quand je lui ai lu ses propres messages textes sur « régler la situation avec Sarah » et se sortir de ce mariage, il a finalement abandonné la comédie et a avoué la liaison. D'accord, oui, je vois Amber, mais c'est juste arrivé, Sarah. Je n'ai pas planifié ça. Je suis confus quant à mes sentiments et je ne sais plus ce que je veux. Ce qui m'a vraiment stupéfiée, c'est son absence totale de remords concernant le vol de notre argent. Quand je l'ai confronté au sujet des 47 000 $, il a eu l'audace de dire « J'allais les rembourser un jour, et de toute façon, ce n'est pas comme si nous mourions de faim. » Il a suggéré que nous pourrions surmonter ça. Si je pouvais être plus compréhensive quant à ses besoins et moins contrôlante sur les finances, comme si son vol systématique et sa trahison étaient des problèmes relationnels que nous pouvions résoudre avec une meilleure communication. « Je t'aime, Sarah », a-t-il dit, tendant la main sur la table comme s'il s'attendait à ce que je la prenne. Mais tu dois comprendre que notre mariage ne répondait pas à mes besoins émotionnels ces derniers temps, et Amber me fait me sentir appréciée d'une manière que tu ne fais pas. Quand il était devenu clair que je n'allais pas tomber à genoux pour le remercier de son honnêteté et le supplier de travailler sur notre mariage, le masque de David n'a pas seulement glissé, il s'est complètement désintégré, révélant la personne autoritaire et calculatrice qu'il avait apparemment toujours été. « Écoute, Sarah, » dit-il en se penchant en arrière sur sa chaise avec une expression que l'on ne peut décrire que comme suffisante. « Si nous devons vraiment nous engager dans cette voie, tu dois comprendre comment fonctionne un divorce. J'ai droit à la moitié de tout ce que nous avons construit ensemble, ce qui inclut la maison, les économies, les comptes de retraite et évidemment la moitié du fonds en fiducie de ma grand-mère. » L'audace était à couper le souffle, mais il ne faisait que commencer. Il a eu le culot de prétendre qu'il méritait une pension alimentaire parce qu'il avait sacrifié son avancement de carrière pour notre mariage, ce qui était une réécriture si spectaculaire de l'histoire que j'ai failli m'étouffer. David n'avait jamais été le principal soutien de famille dans notre relation. J'avais toujours gagné plus d'argent en tant qu'enseignante que lui dans les assurances, et le seul sacrifice de carrière dans notre mariage avait été moi refusant un poste de directrice il y a 2 ans parce que David ne voulait pas déménager dans un autre district scolaire. Je pourrais gagner un salaire à 6 chiffres maintenant, si je n'avais pas soutenu ta carrière et pris soin des responsabilités ménagères. » A-t-il poursuivi, oubliant apparemment que je faisais toute la cuisine, le ménage, le paiement des factures et le travail émotionnel pendant qu'il jouait au poker avec ses amis 2 fois par semaine et passait ses week-ends à regarder le sport. Mais le clou du spectacle est venu quand il a commencé à parler du fonds en fiducie avec une sorte de possession confiante qui m'a donné envie d'enregistrer la conversation juste pour pouvoir la réécouter plus tard et rire. Le fonds en fiducie va évidemment être partagé 50-50 puisque c'est un bien matrimonial. Et honnêtement, Sarah, tu devrais probablement accepter n'importe quel accord que je suis prêt à offrir parce que me combattre là-dessus te coûtera plus en frais juridiques que tu ne pourras jamais récupérer. Il a expliqué que sa famille avait de l'argent et des relations, qu'il avait déjà parlé à certains des meilleurs avocats spécialisés en divorce de l'État et que je devais être réaliste quant à ma position en tant que personne aux ressources limitées face à
quelqu'un avec une richesse générationnelle et une expertise juridique. La façon dont il parlait du fonds en fiducie. On aurait dit qu'il le gérait personnellement depuis des années, au lieu d'ignorer chaque document s'y rapportant et de me laisser gérer toute notre planification financière, parce qu'il n'était pas doué pour ça. J'essaie d'être juste ici, dit-il, comme s'il me faisait une énorme faveur. Mais si tu veux faire traîner les choses et les rendre laides, souviens-toi juste que j'ai 850 000 $ d'actifs que tu ne toucheras jamais, plus tout ce que nous partagerons des biens matrimoniaux. Le timing de Margaret était absolument parfait. Se présentant à notre porte le lundi matin, alors que David était encore en peignoir, une tasse de café à la main, probablement en train de planifier une autre journée à prétendre être la victime dans notre mariage. « David Mitchell ?» dit-elle avec le genre de sourire professionnel que les avocats perfectionnent lorsqu'ils sont sur le point de ruiner la vie de quelqu'un. « Vous êtes assigné. » Les papiers du divorce n'étaient que l'apéritif. Mais le véritable plat de résistance était l'épais dossier de documents du fonds en fiducie que Margaret lui a remis avec une explication qui a fait glisser sa tasse de café de ses doigts et l'a fait se briser sur le sol de notre cuisine. Monsieur Mitchell, je dois vous informer que votre femme, Sarah, est la bénéficiaire principale et unique de la fiducie Eleanor Mitchell, ce qui signifie qu'elle a l'autorité légale sur tous les actifs de la fiducie, y compris les 850 000 $ sur lesquels vous comptiez dans votre accord de divorce. J'ai regardé le visage de David passer par la confusion, l'incrédulité, puis la panique pure alors que Margaret expliquait que non seulement il ne recevrait pas la moitié du fonds en fiducie, mais que son comportement financier récent avait déclenché les clauses de protection de la fiducie, le retirant de toute autorité décisionnelle sur les actifs dont il avait hérité. De plus, continua Margaret, savourant clairement chaque mot, le retrait systématique de fonds de votre compte matrimonial, joint pour soutenir une relation extra-conjugale, constitue une faute financière qui pourrait être poursuivie comme un vol, et nous demanderons la restitution intégrale des 47 000 $ que vous avez volés, plus les dommages-intérêts et les frais d'avocat. Lorsque l'avocat de David, embauché à la hâte, un avocat bas de gamme qu'il avait trouvé en ligne, a examiné les documents de la fiducie plus tard cette semaine-là, il a dû annoncer la nouvelle que la situation de David était encore pire qu'il n'y paraissait au départ. « Monsieur Mitchell », expliqua son avocat lors d'un appel téléphonique que je pouvais entendre à travers les minces murs de notre chambre, « non seulement vous n'avez aucune créance légale sur le fonds en fiducie, mais l'équipe juridique de votre femme a des preuves documentées de fraude financière qui pourraient entraîner des poursuites pénales si elle choisit de les engager. Ma recommandation est que vous acceptiez n'importe quel accord qu'il vous offre et que vous vous considériez chanceux si vous vous en sortez sans aller en prison. » Le son qui est sorti de David lorsqu'il a raccroché le téléphone n'était pas tout à fait un cri et pas tout à fait un sanglot. Mais c'était définitivement le son d'un homme réalisant que son plan élaboré pour quitter sa femme, pour sa maîtresse, tout en gardant tout l'argent, venait de se retourner contre lui de la manière la plus spectaculaire qui soit. Les semaines suivantes furent comme assister à une masterclass de manipulation, alors que David passait en revue toutes les tactiques du manuel de l'abuseur émotionnel, essayant désespérément de reprendre le contrôle d'une situation qui lui avait complètement échappé. D'abord vinrent les menaces, livrées avec cette voix froide et contrôlée qu'il utilisait quand il voulait m'intimider. « Tu n'as aucune idée de ce que tu fais, Sarah. Tu vas détruire nos 2 vies pour ça, et quand tu seras assise dans un appartement minable à te demander comment tu vas payer le loyer, ne viens pas pleurer chez moi. » Quand je n'ai répondu qu'un calme « d'accord », il est passé en mode négociation, devenant soudain le mari repentant qui avait fait une terrible erreur et qui avait juste besoin d'une autre chance. « J'arrêterai tout contact avec Amber immédiatement », a-t-il promis, faisant les 100 pas dans notre salon comme un animal en cage. « J'irai en thérapie, en conseil conjugal, tout ce que tu veux. Nous pouvons surmonter ça si tu abandonnes simplement la procédure de divorce et me donnes une chance de prouver que j'ai changé. » La phase de bombardement d'amour était particulièrement pathétique, David m'apportant des fleurs tous les jours, préparant des dîners élaborés que je ne mangeais pas et laissant des notes manuscrites sur à quel point il m'aimait et combien il était désolé de s'être égaré.
Quand rien de tout cela n'a fonctionné, il a eu recours au genre de supplications désespérées qui auraient été déchirantes si elles ne venaient pas de quelqu'un qui avait passé des mois à me trahir systématiquement tout en prévoyant de me laisser sans rien. « S'il te plaît, Sarah », a-t-il dit un soir, littéralement à genoux dans notre couloir. « Je sais que j'ai tout gâché, mais je ne peux pas tout perdre. Ce fonds en fiducie est tout ce que j'ai. C'est mon avenir, ma sécurité. Tu ne peux pas simplement tout me prendre. » Quand j'ai calmement expliqué que le fonds en fiducie ne lui avait jamais appartenu en premier lieu et que je suis partie, le désespoir de David a pris une tournure plus sombre et il a commencé une campagne pour retourner tout notre entourage contre moi avec des mensonges sur mon comportement vindicatif et mes exigences déraisonnables. Il a appelé ses parents, nos amis communs, même certains de mes collègues à l'école, racontant une histoire sur la façon dont je essayais de voler son héritage et de détruire sa vie pour une erreur. Il s'est présenté comme la victime d'une femme amère et avide d'argent qui profitait d'une technicité juridique pour voler tout ce pour quoi il avait travaillé, omettant commodément les détails sur la liaison, l'argent volé et ses plans pour m'abandonner. Certaines personnes l'ont effectivement cru, ce qui a fait plus mal que je ne l'attendais, mais ceux qui comptaient ont vu clair dans sa manipulation. 6 mois plus tard, j'étais assise dans le bureau de Margaret à signer l'acte de divorce final, mettant officiellement fin à mon mariage avec David et commençant ce que je ne peux décrire que comme le chapitre le plus satisfaisant de ma vie d'adulte. Le juge avait été particulièrement peu sympathique aux arguments de David sur la répartition inéquitable des biens, surtout après que Margaret a présenté les preuves de sa fraude financière systématique et de ses plans pour m'abandonner tout en volant les économies de notre vie. J'ai gardé la maison, qui avait été achetée principalement avec l'argent de l'assurance vie de mon père de toute façon. J'ai maintenu le contrôle total de la fiducie Eleanor Mitchell avec ses 850 000 $ d'actifs et David a été condamné à rembourser chaque centime des 47 000 $ qu'il avait volés de notre compte joint, plus les intérêts et mes frais de justice. La cerise sur le gâteau a été quand Amber a largué David exactement 3 jours après la finalisation du divorce, ayant apparemment compris que son mécène s'était transformé en un passif financier du jour au lendemain. Selon Jessica, qui était devenue amie avec une des élèves de yoga d'Amber, elle était déjà passée à un promoteur immobilier divorcé qui pouvait mieux financer son parcours de bien-être, laissant David avec rien d'autre qu'un bail pour un appartement cher qu'il ne pouvait plus se permettre et une pénalité de résiliation de bail qui lui a coûté 3 000 $ de plus. Les tentatives désespérées de David de me diaboliser auprès de nos amis communs avaient largement échoué, surtout quand les gens ont commencé à poser des questions sur la raison exacte de notre divorce et ont découvert la vérité sur sa liaison et sa trahison financière. Ma sœur Emma avait été particulièrement efficace pour diffuser la véritable histoire, armée de captures d'écran et de relevés bancaires qui faisaient s'effondrer le récit de victime de David. Ses propres parents, après avoir appris toute l'étendue de ce qu'il avait fait, y avait apparemment dit qu'il était livré à lui-même et qu'ils avaient honte de la façon dont il avait traité une femme si bonne. L'humiliation finale est venue quand David a dû déposer le bilan en raison de ses frais de justice, de ses dettes de carte de crédit pour avoir financé le style de vie d'Amber et de la restitution ordonnée par le tribunal qu'il me devait, ce qui signifiait que son crédit était détruit et qu'il vivrait d'un chèque de paie à l'autre pendant des années, pendant que j'investissais l'argent du fonds en fiducie et planifiait le voyage en Europe que j'avais toujours rêvé de faire. Margaret m'avait prévenu que je pourrais me sentir coupable de la ruine financière de David, mais honnêtement, regarder quelqu'un faire face aux conséquences naturelles de sa propre cruauté calculée ressemblait moins à de la vengeance qu'à la justice cosmique rattrapant enfin quelqu'un qui se croyait trop malin pour se faire prendre. 6 mois après la finalisation du divorce, je suis assise dans ma cuisine entièrement rénovée, sirotant un café dans une tasse qui coûte plus que ce que David dépense probablement, en course en une semaine, et je peux honnêtement dire que je n'ai jamais été aussi heureuse de toute ma vie. La maison a l'air complètement différente maintenant, transformée de la modeste première maison que David et moi partagions en quelque chose qui reflète réellement ma personnalité, au lieu de son esthétique bon marché et de ses économies de bout de champ de chandelle.
J'ai utilisé une partie de l'argent du fonds en fiducie pour abattre le mur entre la cuisine et la salle à manger, installer ces magnifiques comptoirs en quartz que j'avais toujours voulu et créer le genre d'espace ouvert et lumineux qui me fait sourire chaque fois que j'y entre. J'ai fait ce voyage en Europe dont je rêvais depuis des années, passant 3 semaines en Italie à manger une nourriture incroyable, à visiter des musées et à ne pas vérifier mon téléphone une seule fois, ce qui m'a semblé être la chose la plus luxueuse que j'ai jamais faite. À mon retour, j'ai créé la bourse d'études Eleanor Mitchell pour les enseignants, utilisant une partie de l'argent de la fiducie pour aider les éducateurs à poursuivre des études supérieures et un développement professionnel, ce que je pense que la grand-mère de David aurait approuvé puisqu'elle avait été enseignante elle-même avant de devenir une investisseuse avisée. La meilleure partie de ma nouvelle vie, cependant, c'est Michael, l'entrepreneur qui a rénové ma cuisine et qui a réussi d'une manière ou d'une autre à restaurer ma foi en des hommes décents, qui pensent vraiment ce qu'ils disent. Il est gentil, honnête, financièrement responsable, et quand il dit qu'il travaille tard, il travaille vraiment tard. Il ne finance pas les rêves d'entrepreneuriat d'une autre femme avec de l'argent qui ne lui appartient pas. Pendant ce temps, David vit dans un studio au-dessus d'une pizzeria, travaillant dans son emploi d'assurance le jour et livrant de la nourriture la nuit pour rembourser ses dettes ordonnées par le tribunal, ce qui me donne plus de satisfaction que cela ne le devrait probablement. Selon Emma, qui reçoit des nouvelles par notre ancienne voisine, il a l'air d'avoir 10 ans de plus que pendant notre mariage, probablement à cause du stress de devoir enfin faire face aux conséquences de ses actes pour la première fois de sa vie d'adulte. Alors dites-moi, suis-je allé trop loin ou passe assez loin? Parce qu'honnêtement, je dors mieux que je ne l'ai fait depuis des années.